Bonjour mes chers amis, les élèves de deuxième secondaire. On va commencer notre programme de la biologie. Deuxième secondaire biologie commence toujours par chapitre 1, la nutrition et la digestion. Comme vous voyez, qu'est-ce que c'est la nutrition? C'est-à-dire qu'un être qui se nourrit d'un autre être ou bien se nourrit lui-même pour avoir de l'énergie et accomplir les fonctions vitales et vivre. Aussi, la nutrition aide à la croissance nécessaire pour compenser, pour renouveler les tissus usés. On a deux genres de nutrition. Nutrition autotrophe et nutrition hétérotrophe. Les êtres autotrophes, ce sont les plantes vertes et quelques autres petits êtres qui simplement préparent leur nourriture elles-mêmes. Pendant une opération qui s'appelle la photosynthèse pour avoir de l'énergie. On a d'autres êtres qui ce sont les êtres hétérotrophes qui se nourrissent simplement sur les autres êtres. On a plusieurs exemples des êtres hétérotrophes. On a hétérotrophes principaux, on a hétérotrophes parasites, on a des hétérotrophes saprophytes. Les hétérotrophes principaux qui se nourrissent sur les herbes, ce sont nommés herbivores. Aussi, les êtres qui se nourrissent de la chair, de la viande, ce sont nommés carnivores. Et les omnivores qui se nourrissent des deux, des herbes et de la chair. Les hétérotrophes parasites, ce sont les bilharzies et quelques êtres comme les vers qui causent de la maladie à l'homme. On a les hétérotrophes saprophytes, comme les bactéries, qui simplement se nourrissent sur les êtres morts, sur les cadavres. Maintenant, on va commencer par la nutrition autotrophe chez les plantes vertes et on va voir comment la plante accomplit la photosynthèse. Premièrement, il y a deux étapes. L'absorption de l'eau et des sels, puis commence la photosynthèse. Commençons directement par l'absorption de l'eau et des sels. Vous connaissez tous que la plante absorbe l'eau et les sels minéraux du sol à travers la racine. La racine, toujours, est formée par des poils, des petits poils absorbants. Les poils absorbants, ce sont des petits prolongements d'une cellule. Ce prolongement, comme vous voyez sur notre figure, atteint comme 4 mm de longueur. Mais enfin, elle doit contenir simplement, ce prolongement doit contenir un noyau et une grande vacuole, ceci qui se trouve au milieu du poil absorbant, la partie qui paraît blanche. Bon, alors, simplement, on va savoir pourquoi les poils absorbants ne vivent pas que quelques jours, puis se renouvellent. Simplement parce que les cellules de l'épiderme de la racine se déchirent d'un temps à un autre. Les poils absorbants sont bien sûr adoptés et adaptés à leur rôle. Leurs parois sont minces, la concentration de leur suc vacuolaire est très élevée, plus élevée que celle du sol. Ils sécrètent un mucilage. Pourquoi? Pour glisser facilement entre les particules du sol, ce qui aide à fixer la plante au sol. Voyons le mécanisme de l'absorption de l'eau et des sels minéraux. On commence par plusieurs méthodes par lesquelles il y a une absorption de l'eau. Commençons par la méthode de la diffusion. Diffusion, c'est déplacement simplement des molécules ou des ions d'une région de concentration très élevée vers une autre moins élevée. Comme par exemple, si on met une goutte d'encre dans un verre d'eau, on va remarquer la diffusion de cette goutte dans le récipient contenant de l'eau et après un petit temps,
un petit intervalle de temps, on remarque que le récipient devient coloré par la couleur de l'encre. C'est dû toujours à la propagation, diffusion des molécules et des ions dans le récipient. Deuxièmement, deuxième méthode pour l'absorption, on a la perméabilité. Perméable, c'est quelque chose qui permet de pénétrer quelque chose. On a des parois qui sont imperméables. Ce sont des parois couvertes de la lignine, de la subérine, cutine. Ce sont des matières lipideuses lourdes qui ne permettent pas et empêchent l'eau et les ions des sels minéraux de passer. Voyons la perméabilité, simplement les cellules qui sont perméables, qui font passer l'eau et les ions des sels minéraux. Toujours, ces cellules ont des parois cellulosiques parce que les parois ont des trous, ont des parties par lesquelles, ouvertes, par lesquelles les ions passent et l'eau quand même. Dernièrement, il y a les parois et les membranes qui sont semi-perméables, c'est-à-dire qui ont une perméabilité sélective. Perméabilité sélective, c'est-à-dire font passer seulement l'eau, puis déterminent le passage de sel et empêchent le passage de sucre et les acides aminés à grosses molécules. Alors, ce sont les membranes plasmiques. Cette partie est très importante. Alors, la membrane plasmique, simplement, détermine seulement le passage de beaucoup de sel et empêche le passage de sucre et des acides aminés qui sont à grosses molécules. Alors, qu'est-ce que c'est la membrane plasmique qui se trouve autour de la cellule? La membrane plasmique doit être mince pour laisser passer l'eau, possède des pores qui permettent le passage libre de certaines matières qui en a besoin et empêche le passage d'autres matières. Voyons, troisième méthode de l'absorption. On a l'osmose. L'osmose, c'est une méthode par laquelle l'eau seulement passe, pas de sel. Alors, si on a un récipient devant vous, d'un côté, il y a une concentration élevée du sel dans une quantité de l'eau, et l'autre partie renfermant de l'eau avec un très petit taux de sel. On remarque simplement que l'eau passe de la concentration élevée de l'eau quand même, de droite à gauche, c'est-à-dire de la partie ou la région qui renferme concentration petite de sels minéraux. C'est pourquoi on dit toujours que la membrane qui se trouve, c'est une membrane semi-perméable. Bon, alors la pression seulement, c'est la cause du passage de l'eau de ce côté vers l'autre côté. Cette pression est nommée la pression osmotique. Bien sûr, cette pression diffère dans les plantes désertiques et dans les plantes qui se trouvent autour de nous-mêmes dans notre environnement, parce que les plantes désertiques doivent contenir simplement une pression très élevée. Alors, voyons ensemble quatrième méthode de l'absorption, c'est l'imbibition. L'imbibition, c'est une méthode ou bien un moyen par lequel le pouvoir des particules colloïdales, c'est nécessaire d'avoir des particules colloïdales autour de la racine des plantes pour augmenter le volume de l'absorption, pour se gonfler et absorber l'eau. Alors, l'imbibition, c'est une méthode qui exige la présence des particules colloïdales. Qu'est-ce que ce sont les particules colloïdales? Ce sont la cellulose, la pectine, les protéines du protoplasme. Bon, alors nous avons maintenant terminé
simplement les 4 méthodes par lesquelles il y a une absorption de l'eau et des sels minéraux. Comment peut-on interpréter l'absorption de l'eau par la racine? Premièrement, les poils absorbants sont entourés par une couche colloïdale, et bien alors c'est l'imbibition, paroi pectocellulosique, sur lesquelles se fixent les particules du sol imbibées de l'eau. Et puisque la concentration de sucre cellulaire du poil absorbant est très élevée, plus élevée que celle du sol, alors l'eau passe par osmose du sol vers les cellules de l'épiderme. Les cellules de l'épiderme deviennent diluées, ainsi l'eau passe par osmose vers les cellules de l'écorce. Vous voyez simplement les couches par lesquelles l'eau passe à travers l'absorption des poils absorbants dans le sol. Bon, comme ça, on a simplement dire que à travers les vacuoles par osmose, on doit remarquer que la racine arrive l'eau au vaisseau du bois. Les vaisseaux du bois que vous avez étudiés l'année précédente, ce sont les xylèmes, le tissu du xylème, qui absorbent l'eau et qui font passer l'eau vers la feuille, l'eau et les sels minéraux, pour commencer simplement la photosynthèse dans la feuille. Donc, on a plusieurs méthodes par lesquelles il y a une absorption. Ce sont les moyens par lesquels l'eau peut arriver simplement à la feuille pour commencer la photosynthèse. Maintenant, c'est l'absorption des sels minéraux. Comment les sels minéraux se sont absorbés? D'abord, on doit commencer par les types de sels minéraux que la plante en a besoin. On a des éléments, des sels qui sont macronutritifs. Macronutritifs, c'est-à-dire nécessaires en très grande quantité, comme le nitrogène, le magnésium, le phosphore. Ce sont 7 éléments. Pourquoi ce sont très nécessaires et en grande quantité? Simplement, on a les nitrates, les phosphates, les sulfates, transforment les carbohydrates préparés par la plante en protéines pour permettre à la plante de croître, de se croître, d'augmenter de volume, de se développer, de compenser les tissus usés. On a le phosphore. Le phosphore forme beaucoup de composés transporteurs de l'énergie. On a le magnésium. Cet atome qui devient excité par la lumière solaire pendant la photosynthèse dans la composition de la chlorophylle chez la plante. On a le fer. Le fer forme quelques coenzymes qui sont nécessaires à accomplir la photosynthèse quand même, comme le NADP. Voyons les éléments micronutritifs que la plante en a besoin, mais en petite quantité. Comme chez le corps de l'homme, on a besoin de vitamines, mais en petite quantité. Alors la plante a besoin de chlore, de l'aluminium, de bore, de l'iode, 8 éléments. Ce sont les éléments qui servent comme activateurs des enzymes. Donc, simplement, on a su maintenant les éléments que la plante a besoin, on a besoin à travers l'absorption des sels minéraux. Voyons le mécanisme de cette absorption. On a le moyen par la diffusion. La diffusion, c'est comme chez l'absorption de l'eau, on trouve les sels qui se trouvent sous forme des ions positifs des cations, comme le potassium et le calcium, et les ions négatifs, comme le chlore, le nitrite, nitrate, le sulfate, et ainsi de suite, se déplacent simplement par diffusion de la solution du sol qui a une concentration élevée vers la concentration basse dans les parois cellulosiques. Alors, c'est la diffusion, la première méthode. Deuxième méthode, la perméabilité sélective. La perméabilité sélective,
lorsque les ions arrivent simplement à la membrane plasmique semi-perméable. Toujours on trouve la membrane plasmique semi-perméable qui permettent le passage de quelques-uns et empêche les autres. Ce passage ne dépend ni en volume, ni du volume, ni des ions, nature des ions, ni de leur concentration. Seulement dépend du besoin de la plante. Si la plante en a besoin, il fait passer ses ions et on dit que c'est une perméabilité sélective. Maintenant, c'est troisième et dernière méthode, le transport actif. Le transport actif, c'est un cas exceptionnel, c'est un cas spécial parce que ce transport actif, on trouve que la plante a absorbé tous ses besoins. Mais parce que la plante se trouve dans un milieu sévère, comme les plantes désertiques, la plante à absorber en plus d'ions obligatoirement contre le gradient de la concentration pour avoir plus de sel et accomplir le besoin en cas de température élevée, en cas de dessèchement du sol et ainsi de suite. Il prend plus que son besoin. Pour prendre plus que mon besoin, il faut avoir de l'énergie pour obliger ces ions à rentrer dans la plante et être absorbés. Cette énergie, toujours, est gagnée par le ATP que vous avez pris l'année précédente, l'adénosine triphosphate. C'est un composé qui se trouve toujours dans la plante dû à la formation des carbohydrates pendant les photosynthèses. Donc, on a terminé les moyens par lesquels les sels se sont absorbés. Maintenant, la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la source principale de l'énergie et de nourriture chez les êtres vivants. Elle est la source quand même de l'oxygène pour nous, pour tous les autres êtres vivants et pour la plante de même. Simplement, la photosynthèse aide à fabriquer les fibres, l'industrie du tissage de bois et ainsi de suite. Voyons ensemble les matières premières qui sont indispensables pour commencer la photosynthèse. On a besoin de l'eau, on a besoin de dioxyde de carbone, on a besoin simplement des sels minéraux et de la couleur verte de la plante, du chlorophylle. La chlorophylle, c'est la couleur verte, le pigment qui attire, qui absorbe la lumière solaire. Bon, la plante a accompli la photosynthèse. Qu'est-ce que la plante nous donne? Premièrement, la plante produit le sucre simple, le glucose, pour elle-même et pour se croître et se nourrir. Aussi, le produit secondaire, c'est l'oxygène et de l'eau. Oui, alors l'importance du glucose pour la plante. Le glucose s'oxyde simplement dans les mitochondries. Connaissez la mitochondrie qui se trouve dans chaque cellule végétale, s'oxyde pour donner de l'énergie. C'est pourquoi le glucose toujours est très indispensable, très nécessaire. Où se passe la photosynthèse? La photosynthèse se passe simplement dans les feuilles vertes. Quand même s'il y en a des tiges herbacées, accomplissent toujours la photosynthèse par toute la plante, toute la surface qui renferme des chloroplastes. Voici les chloroplastes. Vous voyez simplement, on a des disques verts, à peu près quinzaine de disques verts qui se sont appelés les disques de granat, les granules de granat. Ce sont les lieux où se passe la photosynthèse et les réactions lumineuses dans la plante.
On a aussi de ADN, on a une couche doublée. On a la surface sur laquelle le granat se sont construits, qui s'appelle le stroma, qui représente la place où se trouvent les granats avec leurs disques. Dans le stroma se forme la nourriture, les carbohydrates, pendant la nuit. Ce sont les réactions obscures. Alors, la photosynthèse commence toujours pendant la lumière et pendant la nuit, la plante toujours commence à fabriquer sa nourriture, les carbohydrates. Voyons ensemble comment se passe la photosynthèse. Avant de commencer, on a la chlorophylle A. Chlorophylle A et chlorophylle B, ce sont les pigments qui se trouvent en 70%, en grand taux. Ce sont les pigments de couleur verte, pigments verte bleuâtre, verte jaunâtre. On a autres pigments comme les xanthophiles qui ont la couleur jaune citron et qui représentent 25% chez quelques plantes, et le carotène qui a la couleur jaune-orange qui représente 5% dans les carottes quand même. Alors, comme ça, on accomplit tout le pourcentage des chlorophylles vertes et jaune citron et jaune orange. La molécule de la chlorophylle A, c'est la molécule essentielle. Cette molécule est assez complexe. Elle est renformée de 55 atomes de carbone, 72 atomes d'hydrogène, 5 atomes d'oxygène, 4 nitrogène et le Mg, le magnésium, qui se trouve au centre. Et cet atome devient très excité par la lumière solaire. Les électrons se déplacent au niveau supérieur, une partie de chimie, puis ils retournent en donnant de l'énergie. Cette énergie est utilisée pour accomplir deux étapes. Voyons avant la structure de la feuille verte d'une coupe transversale. Si on coupe une feuille, on va remarquer simplement ces couches, ces parties. Comme c'est séparé simplement devant vous dans la figure, vous remarquez qu'il y a deux épidermes, épiderme supérieur et épiderme inférieur, qui ont la couleur jaune. L'épiderme supérieur est couverte simplement par la cutine, une matière qui empêche les bactéries, les insectes de toucher la feuille et causer une maladie. On a l'épiderme inférieur. Cet épiderme simplement renferme des stomates. Comme c'est clair devant vous, il y a des parties libres pour faire passer ou pour échanger les gaz. Alors, c'est la première couche épiderme d'en haut et d'en bas. Deuxième partie dans la feuille, simplement qui a la couleur verte. On la nomme mésophile, la partie de mésophile. Mésophile est renfermée de deux parties vertes. La première partie, qui a la couleur verte foncée, est appelée un tissu palisadique, qui a la forme rectangulaire, perpendiculaire, et cette partie fait la photosynthèse en très grande quantité, au-dessous duquel on trouve toujours les tissus spongieux, qui a beaucoup d'espace, mais elle a la couleur verte, moins foncée, pour accomplir et continuer l'opération de la photosynthèse. Troisième partie,
Dans la structure de la feuille, on trouve au milieu les vaisseaux de bois qui ont la couleur rouge devant vous, les vaisseaux, les trachéides, qui se trouvent au centre de la feuille, au centre de toute la plante, autour duquel il y a les vaisseaux de Libère, ou bien on dit les tubes criblés de Libère. Le Libère, le phloème, c'est le tissu simplement qui fait transporter la nourriture de la feuille vers toute partie dans la plante. N'oubliez pas, toujours on trouve des tissus de parenchyme pour former l'épiderme et pour former les premières couches dans toutes les plantes et dans la feuille. Après le tissu parenchyme, on trouve le tissu de collenchyme qui est un peu cohérent, solide. Alors, simplement, on a vu les trois parties de la feuille. Maintenant, voyons le mécanisme de la photosynthèse. On voudrait savoir quelle est l'origine de l'oxygène. L'oxygène dégagé pendant la photosynthèse, est-ce que O2 vient du H2O de l'eau ou bien vient de CO2, dioxyde de carbone, qui est parmi les matières premières de la photosynthèse? Van Nel était le premier savant qui a expliqué l'origine de l'oxygène. Il a remarqué simplement chez quelques bactéries sulfureuses, vertes et pourpres, que ces bactéries, qui sont autotrophes, renferment une chlorophylle bactérienne. Cette chlorophylle, qui vit dans la boue des marécages, on trouve le sulfure d'hydrogène, H2S. Il a remarqué que la sulfure d'hydrogène est la source de l'hydrogène nécessaire pour les carbohydrates. Vous connaissez que les carbohydrates ont comme formule générale, carbohydrates, yani la nourriture de la plante. La formule bêta-carbohydrate, c'est H2O. Si on a 3 atomes de carbone, eh ben on a 6 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. C'est 3 H6O3. Si on a 6 atomes de carbone, on forme le glucose C6H12O6. Alors toujours, on a la formule générale CH2O. Alors on trouve C, puis le H2, puis l'oxygène. Alors, on a fixé l'hydrogène dans la molécule de CO2. Alors, le CO2, c'est un gaz nécessaire pour les carbohydrates. Les carbohydrates attrapent l'oxygène de dioxyde de carbone pour former la nourriture de la plante. Alors, d'où vient l'oxygène? Il a supposé que la lumière décompose le H2S en H2 pour la formation des carbohydrates et le S ensuite pour être précipité comme vous vous trouvez maintenant devant vous dans la réaction. De ce point-là, Van Nel a découvert que le H2O remplace le H2S. Le H2O coupe la liaison et forme H2 et oxygène. Cet oxygène s'accumule avec les autres atomes pour former le O2 pour être absorbé par les plantes et l'être vivant et être inspiré pendant la respiration. Et c'était la première fois qu'on trouve cette expérience. C'est pourquoi il a supposé cette réaction. Voyons. On a besoin de dioxyde de carbone? Oui. Pour être sûr, Van Nel a fait une expérience de justification. C'est-à-dire, il a apporté une plante dans une boîte ou bien
un récipient en verre transparent et il fait passer un courant de CO2 et arroser la plante par l'eau, mais l'eau qui renferme l'oxygène radioactif, qui est clair. L'oxygène 18, de nombre de masse 18, radioactif qui se trouve dans l'eau, a apparu simplement dans les produits de la réaction. On a trouvé l'oxygène dégagé radioactif. Donc, l'oxygène que la plante forme pendant la photosynthèse vient tellement de l'eau absorbée par la racine. Donc, alors maintenant, Van Al a supposé simplement cette partie qui est très, très indispensable pour comprendre ce qui se passe dans la photosynthèse. Maintenant, il a fait une deuxième expérience pour être très sûr. Il a changé, il a apporté le dioxyde de carbone contenant de l'oxygène radioactif 18 avec arrosage de la plante par l'eau ordinaire, oxygène 16. Il a remarqué simplement que le glucose formé, les carbohydrates formés C6H12O6 renferment l'oxygène radioactif, c'est-à-dire que le CO2 est indispensable pour les carbohydrates, pour la formation de la nourriture, mais le H2O est très indispensable pour la formation de l'oxygène dégagé. Merci mes chers amis, on a terminé cette leçon qui est très indispensable pour comprendre. Bye bye.